Apple surfe sur la vague du succès depuis des années, mais non, elle n'est pas à l'abri d'un flop. C'est le cas pour son enceinte HomePod qui a été abandonnée. Retour et explication de cet échec. Gros plan également sur les flops commerciaux récents de la marque que la firme de Cupertino a tenté de faire oublier. Du Mac Pro au Cube en passant par Ping ou encore Plan. Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac, alias ERLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous abonner, à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube avec comme chroniqueur cette semaine. J'ai beaucoup de chance, un invité exceptionnel, monsieur Jean-Louis Gasset en duplex de Palo Alto. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à vous. Bonsoir plutôt. Jean-Louis, on ne vous présente plus, mais un peu quand même. Vous êtes le fondateur d'Apple France et d'Apple Europe avant de prendre la direction de Cupertino et de la marque en tant que vice-président. Vous étiez le numéro 2 d'Apple du temps de John Sculley, le CEO d'Apple d'alors. Vous avez succédé à Steve Jobs pour prendre la direction de la division matériel et logiciel du Mac. Voilà un beau parcours. Jean-Louis, merci d'être avec nous. Merci à vous. En plateau à mes côtés, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous tous. Tu vas mettre ton HomePod dans la naphtaline, parce qu'on va en parler ce soir. Je le caresse le soir. Bon. En duplex, il y en a quelques-uns dans la naphtaline, je suis sûr, des flops d'Apple. Monsieur Damien Douany, chroniqueur geek et podcasteur tech. On n'est pas des moutons, les éclaireurs du numérique, on s'en parle. Spécialiste des nouveaux usages numériques. Bonsoir Damien, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Mais oui, c'est vrai, bonsoir, très heureux d'être avec vous ce soir. Et à tes côtés toujours, sur notre mosaïque numérique, sur Skype, en duplex, de chez lui, un journaliste de la rédaction de LCI, que vous retrouvez également dans son propre podcast, Les Doigts dans la prise, monsieur Cédric Ingrand. Salut, c'est amusant de se voir tous quasiment dans nos caves, sauf Jean-Louis qui pour le coup a un vrai background. Et enfin, dernier chroniqueur, Didier Policani de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Oui, mais je suis d'accord, on est tous dans nos caves alors qu'on devrait être en train de tourner tous en Corse là. Ouais, arrêtons de centraliser tout sur Paris. Ouais, c'est vrai. Non, mais la vie est plus belle au soleil, comme disait la chanson. Allez, avant de partir encore, s'il nous faut un peu de sous, et grâce à nos sponsors, on va peut-être y arriver. Notre sponsor cette semaine, c'est SanDisk et sa clé Expand Flash Drive. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et stocker vos photos, vidéos sans encombrer la RAM du téléphone. C'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clés. SanDisk vous offre ce soir une clé en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et un grand merci à SanDisk de nous soutenir. Messieurs, les amis, retour sur les flops récents d'Apple. Et on commence par le dernier, si elle vient de tomber, le HomePod. Le HomePod, les raisons d'un flop. Est-ce qu'on peut vraiment parler de flop? On va en débattre dans un instant. D'abord, gros plan sur notre sondage de la semaine sur le compte Twitter de ORLM.tv. On vous posait la question cette semaine. Apple a récemment arrêté la production du HomePod. Selon vous, quel est le plus gros flop d'Apple de ces dernières années, vraiment les toutes dernières années? Alors, vous ne considérez pas que le HomePod est le plus gros flop d'Apple de ces dernières années. Il ne récolte que 14,7%, mais c'est plutôt Ping qui arrive en tête avec 50,7%, suivi du Mac Pro, 22,7%, se classe troisième, donc le HomePod. Et dernier, mon chouchou, le Power Mac G4 Cube. Vous étiez 306 votants. Une question tout de suite, un tweet sous Twitter, c'est pas un boomer comme nous. C'est quoi, nous dit Mig, c'est quoi Ping? Ping, c'était quoi Ping? C'était un Facebook killer en gros, c'était l'ambition d'Apple, mais on va y revenir sur Ping dans un instant. Retour plutôt sur l'actualité du moment, à savoir le retrait de l'HomePod. Peut-on vraiment parler d'échec
commercial. Que sait-on vraiment sur l'accueil de cette enceinte connectée? Peut-être avec Didier qui a suivi ça de près pour Mac Forever. Elle a été lancée en février 2018, en juin de la même année. Elle n'a pas baissé de prix pendant presque 3 ans, toujours 329 €. Donc a priori, ça se vendait. Mais on n'a pas de chiffre de vente officiel, Didier. Bah non, parce qu'elle est toujours dans la petite case des accessoires. Donc en fait, tu sais jamais trop si ça se vend ou pas. Et puis, comme tu dis, on n'a pas eu vraiment de signe, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais baissé les prix, ils n'ont jamais fait d'offres pour combiner 2 produits. Et du coup, même si ça s'est bien vendu, finalement, on ne le sait pas. Alors, on imagine que s'ils l'arrêtent, c'est quand même que ça ne s'est pas vendu, tu vois. Et surtout, ce qui était amusant dans la réponse, c'était dans le statement d'Apple, c'était de dire on va se concentrer sur le HomePod mini, qui est quand même un produit, on va dire, un petit peu moins axé sur le son, tu vois, un petit peu plus concurrent des assistants. Et de voir que finalement c'est plus un repositionnement qu'un abandon, et que finalement en fait ils veulent plus forcément, enfin, ils avaient déjà sorti, on va en reparler, une enceinte il y a quelques années comme ça, qu'ils ont arrêté au bout de quelques années, et peut-être que c'est un domaine où ils ont toujours voulu y aller mais ils n'ont pas forcément trouvé la bonne approche, donc ils préfèrent abandonner, du moins pour l'instant, quoi. On a trouvé, enfin j'ai réussi à trouver quelques chiffres selon Strategy Analytics, mais c'est à prendre avec des pincettes. Estime que Apple a vendu quand même aurait vendu 2,6 millions de HomePod en 2019 contre 1,6 million. On va en parler dans un instant. Il me montre l'iPod iFi de un an plus tôt. Donc en trop, ça aurait fait plus de 5 millions de HomePod vendus, ce qui n'est pas si mal. Alors, pardon, quelles seraient les raisons de cet échec? Une réponse de l'un de nos tweetos, regardez, de Mr. S1N. Mr. Cined, voilà. Le HomePod est arrivé beaucoup trop tôt, trop cher. On le voit avec le HomePod mini qui cartonne et trop verrouillé sur l'univers Apple. Sonos, Amazon et Google étaient déjà bien installés. Allez, un des chantres de Sonos, c'est Cédric Ingrand. Tu es d'accord avec cette analyse? Bah oui, et puis, enfin, tu vois, ça fait tellement longtemps qu'on dit par exemple qu'il y aurait une espèce de logique éminente à ce qu'un Apple rachète un Sonos, parce qu'il y a cette éthos dans le design, tu vois, l'épuration et puis l'intégration verticale des autres services. Donc pourquoi pas? Ça s'est pas fait, ça veut pas dire qu'ils ne l'auront pas proposé, mais c'est curieux, et c'est vrai que c'était curieux d'avoir ce modèle unique. Moi, j'étais assez surpris au début. Je pensais qu'ils allaient sortir le HomePod et tout de suite un HomePod mini. Tout à coup, il y aurait une espèce d'effet de gamme et tu aurais pu te projeter dans un truc où, de fait, tu fais du multi-room, donc tu as une belle enceinte au salon et puis tu en as une plus petite dans la chambre, une plus petite dans la cuisine. Enfin, je pense qu'ils ont, comme souvent, pris leur temps. Sur un marché où ils n'avaient pas le temps, parce que c'est quand même l'un des marchés sur lesquels la concurrence est la plus féroce. C'est-à-dire que tu vas dans un salon, tu vas à CES ou ailleurs, le nombre d'enceintes, je ne parle pas de trucs chinois à $29, mais c'est-à-dire que le nombre d'enceintes convaincantes avec des vrais noms, des vraies marques, et puis maintenant des vrais services derrière, c'est compliqué, surtout qu'évidemment, ils ont face à eux tous les assistants vocaux. Et on va dire que des 3 grands, Siri n'est pas le plus véloce. Ouais, surtout en français. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Mais on va en parler de Siri, Cédric. Laurent, toi, tu as un HomePod à la maison. J'ai les deux. Enfin, j'en ai plus. Je les ai tous. Donc, Quand notre tweetos dit que le HomePod est arrivé beaucoup trop tard, il veut dire que d'abord, c'est vrai que la concurrence était installée, mais ils étaient assez précurseurs, Apple, à l'origine, avec AirPlay, qui est arrivé, je ne vais pas dire de bêtises, mais au milieu des années 2000, donc ça remonte c'est presque 20 ans maintenant, et qu'ils n'ont jamais capitalisé et popularisé eux-mêmes cette technologie de multi-room. Alors la techno AirPlay, la techno Air de façon générale chez Apple est phénoménale. Hein. Tu arrives avec un iPhone, tu as une imprimante qui est AirPrint, tu imprimes sans installer le driver. C'est magique. Non mais c'est magique. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage que AirPlay n'ait pas été plus utilisé. Après, le problème d'AirPlay, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire que tu te rends compte que quand tu demandes à Siri, c'est depuis une semaine que tu peux demander à Siri de lancer une chanson sur Spotify, quoi. Tu vois, c'était le vase communicant dans l'autre sens. C'était pas aller vers le HomePod, c'est sortir du HomePod pour aller ailleurs. Ouais, en fait, il était aussi ce qui était un handicap, et ce qui constitue toujours un handicap du HomePod mini, c'est qu'il était fermé, réservé à Apple Music pendant longtemps. Pour écouter Spotify et Deezer, il fallait utiliser la fonction AirPlay de son téléphone, donc c'était pas très... Non, c'est ça, tu pouvais pas le lancer, et même le trouver... Alors maintenant, apparemment, enfin, j'ai pas... quelques jours, hein. Voilà, et puis on a vu lors de la dernière keynote que l'HomePod mini allait s'ouvrir à Amazon.
mais pas encore Spotify. Apparemment, c'est le cas aujourd'hui, c'est ça Ouais, en fait, je ne sais pas si les gens, nos auditeurs l'ont eu, mais en fait, il y a un pop-up qui apparaît. Alors moi, je suis avec des versions bêta sur un compte américain, donc c'est peut-être un peu d'avance, mais il y a un pop-up qui apparaît en disant quel système de musique vous voulez à choisir. Moi, on m'avait glissé que Spotify n'était pas très chaud de faire ce cadeau à Apple. Parce qu'apparemment, Apple ne leur fait aucun cadeau du côté des applications pour appeler un chat, donc pourquoi soutenir leur entrée. Peut-être une petite réaction du côté de Jean-Louis. Quelle réflexion ça vous amène? On sait qu'Apple et la musique, on en parlait avant le début de cette émission, c'est une longue histoire. Comment vous analysez le fait qu'Apple retire son produit alors que la concurrence s'exacerbe, qu'on va arriver à plus d'acteurs, que le modèle d'entrée de gamme se vend? Pourquoi ne pas tout simplement baisser le prix? Il était à 329 €. Il y a de la marge dans le jeu de mots. Oui, deux choses. D'abord, le prix a été baissé aux États-Unis. Il était sorti à 359 € et a été baissé à 299. Donc, il y a eu une baisse de prix aux États-Unis. Je pense que... Enfin, deux choses. La première, c'est que c'est un produit qui était peut-être over-engineered, très, très complexe, avec énormément de puissance de calcul, des haut-parleurs dans toutes les directions. Enfin, vraiment un produit haut de gamme. Un produit très haut de gamme, très coûteux à fabriquer, et que les ventes n'étant pas là pour faire baisser les prix d'achat des composants, finalement, Apple a jeté l'éponge. Ça me convainc à moitié, ce genre de choses, parce que Apple est une entreprise qui est connue pour sa patience, voire même son obstination, voir ce qui s'est passé avec Plan, où Plan a très mal commencé et puis maintenant est un produit honorable, disons-le. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le AirPod Max? Parce que le AirPod Max est aussi un produit qui est over-engineered, avec beaucoup de composants, des petites astuces. On prend une petite épingle et on peut détacher une des oreilles. Enfin, c'est un très très beau produit, très cher, et je me demande, et très lourd, avec une petite valisette ou un petit sac de transport. Un soutien-gorge. Voilà. Voilà, qui crée des images malheureuses. Et je me dis, ça fait quand même... on a l'impression d'erreur, de nombrilisme de l'entreprise qui a cru qu'elle savait mieux que les autres et que peut-être elle a poussé le bouchon un peu trop loin. Intéressant. Peut-être une réaction avec Didier, non, avec Damien. Regarde à ce tweet Superflow sur le compte d'Aurélien.tv. En soi, le HomePod n'est pas mauvais, c'est juste que Google et Amazon ont fait beaucoup mieux. Mes parents font tout ce qu'ils veulent avec Alexa, c'est vrai. Chez moi à la maison, c'est pareil. Ils lui parlent, mettent la musique, ça répond, ça fonctionne. Siri, ils n'ont jamais entendu parler. Rire. Et encore Sylvain de Rueda, l'échec chez Apple, c'est Siri. Est-ce que c'est pas ça finalement le flop de l'HomePod? C'est que c'est une très bonne enceinte, mais pas forcément une enceinte très intelligente. Damien. Il se trouve qu'à la maison, j'ai tous les modèles. Donc, c'est vrai que Siri n'est pas forcément la plus intelligente, sauf pour la domotique. Je trouve que Siri est plus robuste sur la domotique que ne sont ses petits camarades. Mm-hmm. En revanche, c'est vrai que pour les autres, dès qu'on veut être beaucoup plus souple dans les usages, très clairement, Google comme Alexa répondent beaucoup mieux. Après, je pense que finalement, le décalage, il est peut-être là. Entre une grosse enceinte qui coûte cher, mais qui ne fait pas forcément beaucoup de choses, versus une plus petite, qui est certainement moins bonne au niveau du son, parce que le son du HomePod est quand même génial. Mais donc, à une enceinte plus petite, mais qui finalement permet de faire plus de choses. Vu comme ça sur la liste de features, de fonctionnalités, on se dit, tiens, finalement, pour moins cher, j'en ai plus. Et donc, si on voulait taper du Sonos, on va acheter du Sonos.
Si je veux moins cher et j'en veux plus, je vais chez Google et Amazon. Donc le positionnement du produit, finalement, était peut-être un peu bâtard. Ouais. Et puis tu parlais d'Amazon et Google, peut-être avec Didier ou avec Laurent ici en plateau. Amazon et Google proposent un écosystème, un système ouvert dans lequel il est possible de programmer ce qu'ils appellent des skills pour que votre service, votre site internet ou votre objet connecté soit pris en charge très rapidement par les assistants vocaux. Le système d'Apple, il est un peu fermé de ce côté-là. Ouais, complètement. Didier ? Moi, je dirais qu'il est même fermé sur effectivement le software, mais aussi sur le hardware. Ouais. C'est-à-dire que Apple veut pas que tu l'utilises tellement autrement que la façon dont elle a décidé avec le service Apple Music, avec aussi, tu vois, par exemple, les gens, ils ont quand même des consoles, ils ont des télés. Ils n'ont pas envie d'avoir 10 produits pour écouter du son. Moi, je fais de la guitare, par exemple. J'aimerais bien pouvoir me brancher sur un HomePod. Tu vois, j'emmène pendant les vacances, je peux pas. Il n'y a pas d'entrée son, il n'y a rien. Et puis, comme c'est pas du temps réel, tu peux pas faire du Bluetooth ou du Wi-Fi avec de la musique. Et il y a plein d'usages comme ça sur lesquels finalement ça pourrait être un super produit, mais il est ultra fermé. Même du monitoring, je pourrais pouvoir monter sous Final Cut, tu vois, avec mes 2 gros HomePod là dans le salon, ça pourrait être rigolo. Enfin bon, j'exagère un petit peu, hein. Mais voilà, moi je dirais que c'est effectivement un super produit. Moi je l'adore le HomePod, je l'emmène en vacances parce que c'est hyper pratique, demander des sons. Tu vois, les enfants ils se mettent devant le HomePod et puis ils essayent de demander à Siri des trucs et puis ils recommencent tant qu'ils n'ont pas la Reine des Neiges. C'est un bon outil d'apprentissage, tu vois. Parce qu'il a du mal à comprendre. Hein. Et c'est très drôle de les voir devant ça. Ils n'avaient aucun moyen d'écouter de la musique sauf à le demander à une enceinte comme ça. Et c'est un produit assez simple. Donc moi je trouve que c'était une bonne idée. Je suis très déçu qu'il l'arrête. Mais effectivement, trop cher et trop fermé. Et puis finalement difficile à exploiter au-delà de quelques niches, quoi. Ouais, et puis on a vu que la plupart des enceintes concurrentes connectées, tu parlais de Sonos il y a un instant, Cédric, sont ouvertes aussi aux assistants numériques, aux assistants vocaux, et ils proposent et laissent le choix entre Google Assistant et Alexa. Et alors que évidemment l'univers d'Apple il se cantonne à Siri. Autre point, et peut-être avec Cédric, c'est qu'Apple a tardé, tu en parlais tout à l'heure, à proposer une gamme d'enceintes couvrant les besoins des marchés comme le home cinéma. Regarde cette réaction, Cédric, de David sur Twitter. J'aimerais un HomePod en format barre de son pour la glisser sur ma TV avec Apple TV intégré. Son Atmos et Siri. Pas une télé non plus directement. Moi, j'en rêve. Plus besoin de télécommande Siri. L'ancien format n'était pas pratique à placer et on nécessitait 2 pour équilibrer le son, donc c'était trop cher. Est-ce que c'est dans les plans, Cédric ? Ouais, vas-y, finis. Non, est-ce que c'est dans les plans ? J'ai pas essayé 2 HomePod, mais il paraît que c'est remarquable. Oui, c'est remarquable. Il paraît que c'est d'enfer. Alors, Laurent, et après, avec Cédric, 700 € quand même. Attends. Ah, mais non, pardon, le pas prix s'oublie, la qualité reste. 750, ouais. Alors, moi, juste, en fait, moi, j'ai acheté... C'est cher la barre de son. Hein. Oui, attends, juste. Moi, j'ai acheté un HomePod pour tester, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu te dis... allez, c'est un bel objet. Moi, j'aimais bien les Sonos One. Je trouve que c'est une bonne taille. Tu vois, tu le poses sur un coin de meuble et ça n'a pas une dimension musicale. Du coup, j'adorais le Sonos One. Tu vois, pour ça, j'aime pas le côté enceinte carré rectangulaire. Donc, j'ai acheté un HomePod. Et puis, le son est bon, l'analyse de la pièce, mais c'est pas non plus. Puis un jour, je vais sur l'Apple Store des Champs-Élysées et je rentre dans la pièce. Il y a un son, mais un truc de fou, quoi. Je regarde, dans la pièce, il y a une télé et 2 HomePod. Juste 2 HomePod. Donc je m'approche et j'ai dit, c'est quoi ce son de fou ? Il me dit, c'est quand on met 2 HomePod côte à côte. Ensemble. Et donc, dans la pièce. Et je dis, mais moi, j'ai pas ça. Il me dit, ouais, mais parce qu'en fait, au prix, donc, qu'est-ce que je fais ? Je décide de ne pas acheter un deuxième HomePod, mais je dis à un pote, prête-moi ton HomePod. pour essayer quand même. Ça m'a titillé, mais je me dis, je vais essayer. Et j'ai essayé, c'est très impressionnant. L'écart, c'est-à-dire que c'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 4. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai fait le test avec le Mini. Et le Mini, c'est pareil. Le HomePod Mini, c'est un super produit. Ouais, pas cher. T'en mets 2 côte à côte. Je pense qu'en mettant 2 côte à côte, il y a quelque chose qui est potentiellement en qualité, peut-être pas en puissance, mais en qualité, meilleur que le HomePod normal. Sachant que, ça sera ma conclusion sur ce point-là, sachant que le HomePod Mini intègre la technologie Thread pour tout ce qui est objet connecté. Et aujourd'hui, j'ai fait le test. En fait, si je déconnecte mon HomePod Mini, j'ai des temps de réaction sur l'activation de mes lampes, de mes prises, de mes trucs qui est beaucoup plus lente. Donc en fait, aujourd'hui, le meilleur outil pour faire du HomeKit à la maison, c'est le Mini et c'est pas le HomePod. Ouais, donc je pense quand même une niche de marché par rapport au potentiel. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que s'ils n'ont pas porté ça sur le HomePod normal, c'est que c'était du hardware.
Et donc, en fait, du coup, ça veut dire qu'il fallait soit faire un upgrade du HomePod pour avoir le même hardware, soit l'arrêter. Voilà. Est-ce dans les plans d'Apple, Cédric? Vas-y, sors ta boule de cristal. Si vous voulez acheter des produits auprès d'une marque qui écoute ses utilisateurs, il va falloir changer de crèmerie quand même dans l'ensemble. On sait bien que c'est pas comme ça. On sait bien que la philosophie d'Apple, c'est justement pas d'aller poser la question aux gens de ce dont ils auraient envie, parce que ça limite évidemment la créativité des product designers derrière. Donc non, ça a pas l'air d'en prendre le chemin. Enfin, tu vois, t'imagines aujourd'hui, c'est un peu comme si Apple tout à coup aujourd'hui disait, vous savez quoi, je crois qu'on va se remettre aux imprimantes. Parce que finalement, les gens en ont vraiment besoin. Ouais, non, tu le sens pas venir, tu sens pas que c'est ça le nouveau marché florissant. Donc non, j'ai du mal à y croire. Mais la bonne nouvelle dans tout cela pour notre Tweetos, c'est que l'offre du marché sur ce qu'il recherche est quand même extrêmement large. Il peut revenir à Sonos d'ailleurs. Les dernières barres de son de Sonos sont absolument remarquables, incroyables. C'est vrai, je suis assez d'accord. Autre question peut-être pour Didier Policani, question de Lilou. Beaucoup de questions pour cet épisode autour du HomePod, alias ARM700 sur Twitter. Cela vaut-il le coup d'acheter encore un HomePod ou prendre la version mini? Tout simplement, Didier. Je dirais que ça dépend quand même de l'usage. Moi, le HomePod, c'est vraiment un produit que j'aime pour écouter de la musique facilement. Tu peux lui demander de la musique comme ça. Tu n'as pas besoin d'allumer ta grosse barre de son, ta grosse chaîne hi-fi. Oui, et c'est vraiment un produit orienté musique, quoi. Je te coupe, mais le HomePod, il est stéréo. C'est l'une des rares enceintes toutes seules qui soit stéréo. La plupart de ses concurrents, c'est juste des enceintes mono. Et la spatialisation n'a rien à voir. Disons que tout seul, c'était mieux qu'une enceinte mono. On va dire c'est mieux qu'un Sonos One, c'est clair. Ah oui. Mais c'est vrai, comme disait Laurent, 2, c'est absolument génial. Mais ça reste musical. C'est-à-dire que si tu achètes les mini, l'expérience est différente. Je dirais que c'est plus justement pour la domotique. Ça peut être, moi, je les ai mis un à côté de mon écran. Là, je trouve ça très design et très sympa. Et puis le son est assez bon aussi. Mais plus pour une écoute un peu de proximité. Ça peut pas vraiment sonoriser une pièce complète comme je le fais avec le HomePod, par exemple. Donc ça dépend un petit peu des usages. Après, c'est sûr que le HomePod, il va pas tant vieillir que ça. Enfin, je veux dire, ça reste une bonne enceinte et tant qu'il y a Apple Music dessus, il n'y a pas de raison que ce truc soit obsolète de sitôt, quoi. Voilà, et pour rouvrir le livre de souvenirs d'Apple, de l'histoire d'Apple de ses flops, c'est pas le premier flop important d'Apple dans le secteur de l'enceinte. C'était pas la première enceinte d'Apple. La première enceinte, on en parlait tout à l'heure, c'était l'iPod hi-fi avec notre ami Laurent. C'était un ghetto blaster dans lequel on pouvait glisser un iPod, regardez, présenté par Steve Jobs. C'est le chouchou de Monsieur X qui n'est pas là avec nous ce soir. Il sera avec nous la semaine prochaine. C'est une super... ça ressemblait déjà à une barre de son pour la télé. Et il y avait un super son, c'était tout en plastique. Mais Apple a décidé de l'arrêter assez rapidement. C'était un super produit. C'était au milieu des années 2000 déjà. Voilà, ça passe vite. Allez, après le flop du HomePod, retour sur un autre beaucoup moins connu et oublié. Ça s'appelait Ping. Mais d'abord, on va parler du busiomètre, avec Didier Policani. Place au busiomètre. Le busiomètre, les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever, et c'est avec Didier. Et oui, Olivier, et cette semaine, on commence avec... Alors, je sais qu'on attend tous les Mac ARM un peu pro, et la prochaine machine devrait être un iMac. En tout cas, c'est ce qu'on a repéré dans des logs Xcode. Voilà, c'est rare que les fuites viennent de Xcode, mais là, ça a l'air d'être le cas. Donc, on a vu un petit Mac ARM. Par contre, il n'y a pas du tout les specs, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière. Mais moi, je verrais bien arriver quand même ça d'ici l'été, tu vois. iMac ARM, oui, on a hâte. D'ici l'été, il y avait des rumeurs comme quoi Apple pourrait faire peut-être une keynote à la fin du mois de mars. Comme il est de tradition, il semblerait que la rumeur s'étiole. Deuxième info ou rumeur? Alors ça, c'est très rigolo. Je ne sais pas si tu te rappelles des pubs Mac VSPC, iMac avec Justin Long. Bon, Intel, qui manifestement n'a pas tellement digéré le passage. Ils sont aigris. Ouais, les divorces sont toujours difficiles. Et donc, ils ont fait une série de pubs où il reprend donc Justin Long dans le rôle du Mac user, enfin entre guillemets. Et là, il reprend un espèce de rôle d'utilisateur qui compare les Mac et les PC, évidemment, à l'avantage du PC. Sans déconner. Plus polyvalent, voilà. Il te montre des PC tactiles, il te montre des PC qui jouent. Mais par contre, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. Merci Didier. Troisième info ou rumeur?
Eh ben, tu sais, on s'attendait donc, comme tu disais, à une petite keynote en mars avec des AirPods 3, des AirTags, un nouvel iPad Pro. Eh ben, les rumeurs là se dessoufflent un petit peu là, parce qu'on parle d'AirPods 3 au deuxième semestre. On parle d'un nouvel iPad Pro pas avant avril-mai maintenant. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être pas grand-chose qui risque de sortir pendant ce printemps, ce qui nous laisse le temps de souffler et de faire de belles émissions. Voilà. Oui, c'est bien, j'espère aussi. C'est vrai qu'on a besoin de souffler en ce moment. Quatrième info, rumeur. Alors là, tu sais qu'Apple a récemment lâché du lest donc, sur sa commission pour les petites structures inférieures à $1 million de chiffre d'affaires. Donc tu passes de 30% à 15% donc, de commission. Et apparemment, l'impact chez Apple ne serait que de 3%. Voilà. Bon, moi, ça me surprend pas tellement, parce qu'en fait, les boîtes qui font du chiffre, c'est quand même des grosses boîtes. Bah, bien sûr, c'était ça le calcul. Hein. C'est-à-dire, ouais, on va faire gagner de l'argent à des milliers de sociétés qui en gagnent très peu. C'est clair. Et dernière info rumeur de la semaine. Alors ça, c'est intéressant, parce que tu vois, on parle beaucoup de l'Apple Car en ce moment, et Foxconn a décidé donc de construire, de mettre en place des usines qui pourraient assembler des voitures, notamment sur le sol américain. Et tu sais que Foxconn et Apple, ils sont comme cul et chemise, donc ça pourrait éventuellement faire... voilà, mais bon, Foxconn n'a jamais fait de voiture, donc il y a quand même de la marge encore. Merci Didier. Alors, pendant le busomètre, on me signale dans l'oreillette qu'on a eu un petit souci de connexion avec Jean-Louis, une petite coupure de faisceau, comme on dit, du temps de Cognac Jet. Donc on va essayer de rétablir ça et de l'avoir... de le retrouver très vite au cours de cette émission. En attendant, on revient sur les flops d'Apple. Retour à présent sur Ping, qui a été qualifié comme l'un des plus grands flops technologiques de l'année 2010 par le magazine Business Insider, ainsi que par CNN. Retour donc en septembre 2010 avec Ping, le Facebook d'Apple. C'est comme ça que le présentait Steve Jobs, un Facebook killer. Rien de moins, Cédric. Ouais, c'était un petit peu avec le recul. Enfin, déjà, on avait un petit peu de mal à y croire à l'époque. Alors, avec le recul, c'est juste un truc de fou. C'est-à-dire que c'était quand même l'idée d'arriver d'abord à partager ce que tu aimais, tes goûts musicaux, à partager ce que tu écoutais, à partager des playlists, enfin, toutes ces choses que Spotify fait tout seul. Et donc, on sentait, de toute façon, c'était une espèce de désir un peu à la ramasse à un moment où commençait à se poser la question de, tu vois, est-ce que le vrai modèle, c'est le streaming ou est-ce que le vrai modèle, c'est de continuer à télécharger des MP3 ? Donc, je me souviens, on en souriait à l'époque en disant, plutôt que de faire Ping pour la musique, ils auraient dû faire Pong pour les jeux vidéo. Ça, au moins, le branding aurait été absolument évident. Pas mal, bien joué. Au-delà, Damien, Didier ou Laurent en plateau, comment vous analysez cet échec ? Regardez, il y a une piste d'un de nos tweetos, de Pierre-François Tilly, qui est un lecteur et un viewer fidèle. Ping d'office voulait créer un réseau social sur la musique, ce qui n'est pas vraiment idéal parce que le but d'un réseau social est de parler de tout et en plus de le proposer uniquement sur iTunes. Tu te fermes à une partie des gens et même pas dispo sur iPhone et je te dis pas. Et si je ne dis pas de bêtises, non, c'était bien sur iPhone, mais voilà, il fallait contourner. Mais bon, à l'époque, il y avait déjà un réseau social avec de la musique, c'était MySpace. Bon, mais comment tu peux imaginer un réseau social imaginé par la société la moins conversationnelle au monde ? Je veux dire, Apple, je veux dire, voilà, même s'ils sont un peu décrispés, ils ont mis du temps avant d'aller sur les réseaux sociaux pour leur communication. Et encore, c'est très réglé, très géré. Et comment donc cette boîte du jour au lendemain va se dire, les gars, on lance un réseau social, tout le monde va pouvoir parler, communiquer, etc. Donc ça a été lancé, mais à la sauce Apple. En gros, il fallait être sur iTunes, ça parlait que de musique, c'était très bridé, je me rappelle, ça avait tout sauf la tête d'un réseau social. C'était la fausse bonne idée absolue, quoi. Et comme c'était pas synchronisé avec Facebook et Twitter, parce que bien sûr que Facebook et Twitter, ils sont pas faux, hein, ils ont fait les machines arrière toutes, parce que quand ils ont vu arriver Apple, ils vont pas faciliter le développement de ce genre de choses. Donc c'était très difficile de retrouver ses amis sur Ping, finalement, Laurent. Non, c'était compliqué. Après, je suis pas sûr que... Alors, j'ai discuté un jour avec un ami passionné de musique qui passe sa vie sur Spotify et qui me dit « Ah, je trouve ça génial, les listes, tu peux voir ce que tes amis écoutent, machin. » En fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, quoi. Et même ailleurs,
ça n'a pas pris. Donc imagine tout ce qu'on vient de dire sur Apple qui est pas bon, qui est fermé, qui est pas connecté au reste du monde, qui a pas tout ça, il y a aucune chance que ça fonctionne, quoi. Mais tu vois, c'est même pas quelque chose qui a pris sur les autres réseaux sociaux, quoi. Finalement, le partage de la musique, tu aimes la même chose que moi. Finalement, celui qui aujourd'hui te fait découvrir la musique, c'est pas tes potes, hein. C'est l'algorithme d'IA de Spotify, tu vois. Donc du coup, mais il faut pas oublier qu'à l'époque, excuse-moi Laurent, mais à l'époque, iTunes c'était vraiment l'outil incontournable pour écouter la musique. Spotify, non, bien sûr. C'était un nain à l'époque. C'est une start-up qui venait juste d'être tout à fait. Et on n'était pas sur de la musique en streaming. On n'était pas sur le streaming. On était sur des fichiers. Donc c'est vrai que tu aurais pu imaginer. Ce qui aurait pu avoir un intérêt, c'est qu'ils auraient pu, paradoxalement, dire si tu connectes les gens, tu peux partager ta musique avec eux. Et là, tu aurais pu créer quelque chose, parce que du coup, je détiens de la musique et je peux la partager avec quelqu'un d'autre. Et c'était pas ça. J'ai juste, voilà mes centres d'intérêt. C'était orienté autour des centres d'intérêt. Il y a plein de gens qui ont déconnecté Ping, il y en a plein de gens même qui n'ont pas connecté. Hein. J'étais un petit bout de trucs dans iTunes. C'est le fiasco. Mais en général, au-delà de Ping, Apple a raté le virage des réseaux sociaux qui ont éclos au milieu des années 2000. Hein. Google aussi. Hein. Google a quand même essayé avec Google+. Hein. Cédric était un... Ouais, c'était un super produit. Un grand fan. C'était objectivement le meilleur réseau social en termes techniques. Parce qu'ils te forçaient à faire les bons choix dès le début en termes de vie privée. Je viens de m'apercevoir, je vais aller chercher dans Google en me disant mais attends, mais Ping, j'étais à la keynote où Steve l'a lancé et j'en ai aucun souvenir. Tu vois, et une fois que tu as dit ça, tu as tout dit parce que je me souviens de tout le reste. Hein, mais ça, je me disais, c'est vrai. Bon. Et en fait, non, ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Ouais. Alors, on aurait pu peut-être imaginer un réseau social un peu, je sais pas, un peu premium qui se limiterait aux utilisateurs d'Apple et aux amis très proches, comme souviens-toi Cédric, le réseau PAF, qui était une bonne idée. Hein. Le réseau PAF, c'était le réseau social de vos vrais amis. Qui était le truc de Dave Morin, qui était en fait là encore un réseau social lancé pour essayer de corriger les défauts de Facebook et en disant voilà, on va faire un réseau pour vos vrais amis, donc vous en aurez 250 et pas plus. Et là, du coup, vous pourrez vraiment partager des choses privées. Moi, je l'ai beaucoup utilisé avec ma famille, entre autres, et ça marchait vraiment vachement bien. Bon, sinon, il n'y avait pas de modèle économique, donc forcément, ça n'a pas pu durer éternellement. Oui, Apple aurait pu faire un truc comme ça, assez haut de gamme, très orienté photo, par exemple. Ouais, mais là encore, Instagram, je suis d'accord avec le fait que c'est pas leur ethos, quoi. Tu vois, faire des espaces de discussion. Je te rappelle qu'ils ont quand même fait un QG en rond, comme ça, les gens se croisent pas dans les couloirs. Donc, j'exagère, mais c'est un peu ça. Damien, c'est pas la culture, quoi. Damien. Je pense que sur la question de aujourd'hui, ils auraient l'ADN de lancer ça, au sens où tout le positionnement sur le confidentiel, sur le fait que vos données sont protégées, etc. On pourrait tout à fait imaginer qu'ils disent, dans la continuité de ça, on vous propose un réseau social avec vos amis, les gens que vous pouvez localiser, ainsi de suite. Et voilà, vous restez, en fait, finalement, vous rentrez dans le cercle d'un réseau social Apple qui n'est pas financé par la pub, parce que pour cela, il faut que vous ayez un device Apple. Donc, par conséquent, le problème, il est réglé. Et vous êtes donc dans cette logique de les données restent à vous et elles vous sont entièrement propriétaires. C'est pas stupide d'imaginer ça. Bon, après, ils vont vous répondre qu'il y a iMessage et puis voilà, c'est réglé, quoi. Mais on pourrait, ça aurait du sens aujourd'hui de faire un pass version Apple. Mais tout ce que tu dis, c'est valide, mais les gens s'en tapent le coquillard, à part les quelques... Les données de la donnée. Non, mais c'est le gros problème. Le succès aujourd'hui de Facebook, c'est que nous... Et certainement une grande partie de nos auditeurs maîtrisent le concept de c'est quoi la donnée, c'est quoi... Mais... Moi, tu discutes avec ma mère, elle réalise même pas que quand elle reçoit un texto qu'on lui dit donne-moi ton numéro de carte bleue, il faut pas le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de gens, mais quoi, sur Facebook, on peut savoir des choses sur moi. Mais non, mais c'est là où il faut pas. Donc moi, je crois que non. Bon, allez, on remonte encore le temps pour s'intéresser à l'année 2000 et le premier flop de l'ère moderne de Steve Jobs après son retour à la tête d'Apple en 97. C'est le Power Mac Cube. Mais avant, un petit mot au sujet de notre sponsor SanDisk et sa nouvelle Expand Flash Drive Go. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et stocker vos photos, vos vidéos, et sans encombrer la RAM du téléphone. C'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clés.
SanDisk vous offre pour cet épisode une clé en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Soyez attentifs, la question a été glissée dans l'émission. Voilà. Merci à SanDisk de nous soutenir en tout cas. On passe au Power Mac Cube. Alors le Cube, moi, c'est mon ordi chouchou. Hein. C'est l'échec, selon moi, de Steve Jobs. Pour les non-boomers que vous êtes, les plus jeunes d'entre vous qui nous suivez, le Cube, c'était une machine iconique d'Apple, hein, présentée par Steve Jobs en l'an 2000, hein, l'année du renouveau d'Apple après l'iMac, le Power Mac G4, et voici arrivé le Cube G4, iconique par son design d'abord, hein, un mini ordinateur qui ne ressemble en rien au tour informatique et laid de l'époque, et tellement laid qu'on l'avait caché sous un bureau, et en guise d'unité centrale, Johnny Ive, le designer en chef d'Apple d'alors, a conçu un cube en plexiglas qui semble suspendu dans les airs. C'était très beau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette machine à l'époque, Laurent? Moi, il faisait rêver. Hein. Exactement. Moi, je trouvais cette machine, géniale. En plus, c'était l'arrivée du plexi. Enfin, tu vois, on était tous les canons. Des ordis type tour étaient cassés, quoi. Ouais. C'était beau, c'était translucide. Les machines étaient beiges, elles étaient moches. Et c'est vraiment paradoxalement, je pense que si cette machine était sortie un peu plus tard, tu vois, après le succès de la boule translucide et tout ça, vraiment, pourtant c'est la même époque. Hein. Oui, l'iMac est arrivé en 98 et le Cube en 2000, donc 2 ans après. Tu vois, mais je pense qu'il y aurait plus de chances. Mais je trouve cette machine très très belle. Je sais pas, je me suis toujours posé la question de l'échec de cette machine. Je te le dis, c'est un flop parce qu'ils en ont vendu très peu, hein, je crois. C'est pas, tu vois. Ouais, elle a eu qu'un an d'existence. Ouais, mais par contre, même aujourd'hui, quand tu la regardes, c'est plus joli qu'un Mac Mini. Hein. Ouais. Alors, moi, je l'aimais bien parce que elle avait la puissance d'un Power Mac dans un cube, vraiment. Hein, c'était pas souvent quand vous faites des machines plus petites à l'époque, c'était des composants d'ordinateur portable. C'était un vrai Power Mac. Et puis, vous avez aperçu les écrans plats. Ça avait de la gueule, hein, voilà, on pouvait accéder directement aux composants, les changer soi-même, changer la carte vidéo, donc c'était vraiment une super machine. Elle était refroidie sans ventilateur, donc elle était hyper silencieuse. Ça, c'est vraiment la ligne conductrice de tous les Macs supervisés par Steve Jobs, la chasse au bruit. Mais ça a quand même un échec retentissant, hein, le premier échec d'envergure de Steve Jobs depuis son retour. Et on l'a dit, il a été abandonné seulement après sa sortie. Alors, comment analyser cet échec commercial? Peut-être avec Didier, certainement son prix, parce qu'il était hors de prix. Hein, 15 550 francs. Alors, ça ne veut rien dire aux plus jeunes d'entre vous. C'est 2 370 € aujourd'hui. Mais avec l'inflation, il faut plutôt tabler sur 3 100 €. 3 100 € juste pour avoir le cube. Hein. Après, il fallait acheter les écrans parce que c'est bien que sur une machine comme celle-là, on ne va pas brancher un écran beige de PC. Hein. Il faut un écran à la sortie, un Apple Studio Display. Il existait. Oui, mais il était facturé 9 000 francs, donc à peu près 2 000 € d'aujourd'hui. Donc ça faisait la facture à presque 5 000 €. Ça fait cher, Didier. En fait, il y a des flops d'Apple là dont on parle. Il y a des flops dont on s'en fiche complètement. Ping, tu vois, on n'a aucun regret de ça. Puis il y a des flops iconiques, c'est-à-dire des machines où on se dit, waouh, ces machines-là, ou comme le Mac du 20e anniversaire, tu te dis c'est incroyable, mais elles n'ont pas marché. Mais elles n'ont pas marché pour des raisons des fois extrêmement simples. Et le Cube, je pense que la vraie raison, c'est vraiment le positionnement, c'était le prix. C'est-à-dire que pour ce prix-là, tu n'achetais pas ça. Parce que le public qui avait besoin de ça, finalement, il mettait son argent autrement. Et puis c'est tout. Parce que, en fait, c'est effectivement un Mac mini modulaire. Il était silencieux, il était quand même puissant. Tu pouvais changer la carte vidéo, comme tu le disais. Donc c'était une machine un peu rêvée quelque part, mais beaucoup trop chère pour ce que c'était. Et puis il fallait voir à l'époque. Hein. À l'époque, comme tu disais, 15 000 francs. C'est pas 500 € d'aujourd'hui, quoi. Tu les mettais vraiment pour travailler, etc. Donc par exemple, si tu avais une tour, tu pouvais blinder de disques durs à côté, tu vois, ça avait vraiment un autre usage. Donc voilà, il est arrivé peut-être un petit peu au mauvais moment, mais moi je pense que c'est essentiellement une question tarifaire. Alors, regardez, on me l'a apporté puisqu'on le stocke précieusement. Hein. C'est vraiment une belle machine. Il était très compacte à l'époque, vraiment. On était peut-être montre le dessous parce que pour montrer comme la technicité. En fait, pour le mettre à jour, vous le retourniez. C'est vraiment un bac à glaçons, hein, transparent. On appuie sur le petit bouton. Ça éjecte la poignée, la modularité, hein, ça a disparu chez Apple.
Et là, vous avez tous les composants qui sont dedans. On y arrive directement. C'est magnifique. Voilà, vous avez le processeur, la carte graphique, ce truc. la carte mère, le disque dur qui est là, et on pouvait y accéder. Il marche encore. Il marche et la carte Wi-Fi était une carte AirPort. Oui, la carte Wi-Fi, elle est séparée. là. Elle est là, la carte Wi-Fi. C'était une carte PCMCIA. Elle était déjà Wi-Fi. Donc ils avaient pris la technique des portables, le port PCMCIA pour le mettre dans leur... Alors je ne l'ai pas acheté neuf, je vous rassure, je l'ai acheté d'occasion quand Apple l'a déstocké, parce qu'il y avait des affaires à faire, mais je l'ai gardé hyper longtemps, je l'ai même mis à jour, j'ai même changé la puce pour le faire monter jusqu'à plus d'1 GHz, sans ventilateur s'il vous plaît, et ça marchait de tonnerre de Dieu. Et c'est mon chouchou, c'est ma machine préférée. On peut dire... C'est génial, parce que c'est un magnifique exemple de over-engineering, tu vois. C'est vraiment... là, ils ont tout lâché. Ils ont lâché tous les freins pour faire ce truc qui, aujourd'hui, d'ailleurs, n'aurait plus aucun sens. Parce que tu imagines aujourd'hui, chez Apple, de pitcher un truc en disant « On va faire une machine, tu tires, tu vois, et là, tu peux tout changer. Même le processeur, la carte graphique. » C'est genre, non, c'est bon. Tu peux sortir. Merci. Ça n'aurait plus de sens. Donc, c'est vrai qu'elle était magnifique. Est-ce qu'on peut dire peut-être avec Didier ou Damien, peut-être Damien, que c'était le premier ordinateur statutaire, première machine statutaire. C'était pas vraiment un ordinateur pour les graphistes ou les vidéastes comme d'habitude chez Apple avec le Power Mac de l'époque, mais plutôt une machine pour être vue. À l'époque, c'était l'explosion des startups. On était en 2000, avant l'explosion de la bulle. Et c'était une manière d'afficher sa réussite sociale au bureau, peut-être, je sais pas. La Porsche du Mac. Est-ce que c'est la Tesla d'aujourd'hui? Ou la Tesla d'aujourd'hui. Ouais. Je vois Cédric qui lève les yeux au plafond. Parce que c'est fini. Pour le prix de ça, tu achètes une Tesla maintenant. Non, mais j'exagère. Non, tu rajoutes quelques zéros. Sur l'aspect statutaire, c'est vrai qu'il y avait quand même un côté très exclusif sur le fait d'avoir cet appareil-là. Pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je pensais à l'histoire de la Tesla. Mais non, mais très clairement, oui, vu le prix, vu le positionnement. En fait, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas eu la volonté... Au-delà du côté on lâche tout, le côté over-engineering, comme tu disais Cédric, est-ce qu'il n'y avait pas le côté aussi, comme il y avait le retour de Steve Jobs, etc., de dire les gars, on frappe un grand coup pour montrer de quoi on est capable. C'est en gros de dire, voilà, on sait très bien que c'est un truc de niche, on sait très bien, mais c'est le truc prestige, et on le positionne hyper haut, mais on le sait, on l'assume, mais c'est histoire de dire on est de retour. On est de retour, et là, on y va très très haut, et il va falloir que vous donniez pour nous récupérer, ce qui crée, on va dire, un imaginaire autour de la marque, qui crée un côté très exclusif autour de la marque, et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas eu cette volonté aussi de marquer ça. Et puis, il y a eu aussi, et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, et c'est vrai que là, souvent Apple peut être victime du phénomène de rumeurs. Les rumeurs sont nombreuses chez Apple, et si vous regardez bien, mais c'est difficile de le voir ici en plateau, il y a une petite, un défaut chronique dans les moules du cube, au niveau des vis supérieures ici sur les côtés. Il y a une petite fêlure, mais très légère. Et ça a dégagé une rumeur collective assez folle que les cubes se fendaient. Et donc, il avait assez mauvaise réputation de ce côté-là. Et ça a fini d'enterrer ce produit et Apple a choisi de l'étouffer dans l'œuf 1 an, jour pour jour, après sa sortie. C'était une belle machine et je la garderai presque toujours dans mon cœur. Voilà. Autre exemple dans ce domaine, souvenez-vous, pour rester on va trop loin dans le design. C'est vrai qu'Apple voulait vraiment se faire plaisir et avait laissé les pleins pouvoirs avec Apple. Après, les machines et les designs sont de plus en plus sages. Souvenez-vous du premier iBook présenté en 1999, un ordinateur portable qui vraiment ne ressemble en rien à un ordinateur portable. Regardez, c'est l'iMac translucide à emporter, quand on le surnommait à l'époque, une machine étonnante, très jeune, très dynamique, le cartable, un coquillage, et le premier ordinateur Wi-Fi du marché, et une autonomie record pour l'époque, 6 heures. Mais elle n'a pas super marché, cette machine. Elle a une durée de vie de 2 ans, qui a été remplacée par un iBook blanc. Ça a été un autre. Ouais. Apple a été trop loin dans le design à l'époque, vous pensez? C'est paradoxal parce que ce qui a fait le succès, le renouveau d'Apple, c'est l'iMac translucide, l'œuf translucide. Et cette machine aurait pu avoir le même effet que l'iMac. Quand tu voyais un iMac, tu dis waouh, tu n'avais jamais vu un ordinateur comme ça. Et tu aurais pu te dire, quand tu voyais un portable qui était assez rectangulaire, les portables étaient assez rectangulaires. Il n'était pas rectangulaire, il était très rond. Rondeur. Ouais, il était tout en rondeur. Coquillage, t'as pas vraiment. Et on aurait pu imaginer que, je pense qu'ils ont essayé de reproduire ce qui s'est passé. Ils se sont dit, ça a fonctionné sur l'ordinateur, on va le faire fonctionner sur le portable, et ça n'a juste pas marché. Allez, revenons à une machine plus contemporaine cette fois, et dernier flop commercial assumé d'Apple au registre des Mac, c'est le Mac Pro.
Le Mac Pro, un bijou à la poubelle. Le Mac Pro, bien sûr. Alors justement, il y a une question de Thomas qu'on connaît bien ici. On fait le Mac sur Twitter. Le Mac Pro n'est pas du tout un flop. C'est juste un produit ultra niche et bien trop cher. On va pas refaire le débat à ce sujet, mais Apple a clairement changé de cible. Donc ce n'est pas un flop. Non, Thomas, Thomas, c'est un pseudo. On parle pas du dernier Mac Pro. On parle de la modèle en poubelle. Voilà. Non, pour moi, les deux sont en échec. Je sais pas. Je crois que finalement, Apple, ils sont vraiment bons dans tout ce qui est portable aujourd'hui. Et ils n'arrivent plus à sortir une machine qui déchire en desktop. Hein. Ouais, qui sortent et pourtant l'effet waouh était là, Didier. Ouais, moi je dirais que c'est un peu l'amorce des années à oublier pour le Mac 2013-2020. Ils n'ont plus rien compris en fait. Ils avaient un boulevard avec le MacBook Air, même avec l'iMac, hein, qui est resté quand même un produit avec un super rapport qualité-prix. Et puis à partir de ce moment-là, ils ont déliré en fait. Ils se sont mis à faire un design pour des machines qui étaient aussi beaucoup trop chères pour ce que c'était, qui n'étaient pas du tout évolutives alors que le public voulait ça. On s'est mis à faire aussi des MacBooks ultra portables, ultra cher aussi. On s'est mis à faire ces MacBook Pro avec plus que des ports USB-C, alors que tout le monde a encore du SD, du HDMI. Là, ils vont revenir dessus. Donc, ils se plantent à partir de 2013 sur beaucoup de choses. Alors, évidemment, comme on a tous besoin quand même d'ordinateurs, il y en a qui se vendent plus que d'autres. Mais c'est vrai que ces machines ultra pro. Et alors, il y a eu un autre phénomène, c'est-à-dire qu'en plus de ces machines qui étaient ultra fermées, qui n'étaient pas aussi très fiables, bah, tu avais des iMac qui étaient quand même assez puissants. Il y avait aussi les portables qui sont devenus très puissants. Donc le public aussi se restreignait. Avant, rappelle-toi, hein, le portable, c'était quasiment pas utilisable pour vraiment travailler. Il fallait des tours. Là, c'est vrai qu'ils sont arrivés aussi dans un contexte où on basculait un petit peu là-dessus. Donc oui, c'était mal pensé. Et ils n'ont pas eu de chance non plus. Ça arrivait au mauvais moment. Et voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment la mauvaise période du Schiller, Hive, plus de Steve Jobs. Alors, c'est parti dans tous les sens, en fait. Il manque de vision, peut-être. Alors, comme c'était une belle machine, regardez, on a apporté une tour en aluminium, vraiment... elle est chaude, hein. Ouais, elle est chaude parce qu'elle tournait. De forme cylindrique, on l'utilise encore au quotidien dans On fait le Mac. Et puis, il y avait un système, regardez, j'ouvre le capot avec un système aéré, avec un énorme ventilateur au milieu, hein, un gros système de refroidissement, et là, vous aviez les composants. Apple nous promettait qu'on pouvait le mettre à jour et les mises à jour. Et puis là, vous aviez tous les codes à connectiques. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que les mises à jour ne sont jamais arrivées. La machine n'a pas bougé d'un iota pendant ces 4 ou 5 voire 6 années d'existence. Mais et en fait, la promesse, Didier, c'était de dire vous avez des ports Thunderbolt et vous aurez tout en externe, des iGPU, des cartes vidéo, etc. Et puis ils ne sont jamais arrivés ou elles sont arrivées que sur le tard. L'IGPU, c'est arrivé quand même beaucoup plus tard. Les cartes, effectivement, on nous les a promis, mais elles ne sont jamais arrivées. En plus, la machine n'était pas fiable. Elle est devenue vite pas assez puissante et ils n'ont jamais mis ça à jour. Donc, ils t'ont sorti. L'idée en tant que telle aurait pu être bien si au moins ils l'avaient un petit peu maintenu et qu'ils avaient mis les moyens à côté pour faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a senti presque qu'ils l'ont presque tué dans l'œuf, mais sans le tuer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a encore, je sais plus, quelques années, tu pouvais encore l'acheter au prix fort, tu vois. Enfin, ça en dit long sur cette bécane. C'est vraiment, je sais pas, il y a peut-être des mecs qui sont amusés un moment, puis on leur a dit, bon, de toute façon, il n'y a plus de budget, voilà, laissez ça dans votre coin. Mais en fait, comme disait, je crois que c'est Laurent tout à l'heure, effectivement, le nouveau Mac Pro, là, il suit cette voie, alors pas pour les mêmes raisons, mais pareil, il est beaucoup trop cher, il est plus bien positionné au moment où tu vois l'ARM arriver. Ouais. C'est terrible hein, de voir ça, tu vois, on est passé là... Ils sortent une machine et puis ils la développent pas, ils la laissent telle quelle, ils bougent pas le prix, parfois même le prix est monté. On me souffle dans l'oreillette qu'elle est restée en vente jusqu'au premier jour de la sortie du Mac Pro l'année dernière. Et pendant 4-5 ans, elle n'a pas évolué. Et puis, les choix techno étaient assez particuliers. C'est le fait de mettre 2 GPU à l'intérieur. Donc, on peut se dire qu'il y a de la puissance en plus du processeur Xeon. On va exploiter les 2 GPU. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait très peu de logiciels qui en tiraient parti, Didier. Effectivement, il y avait 2 GPU, c'était une bonne idée en tant que telle, sauf que les moyens pour développer effectivement des programmes qui les exploitaient n'étaient pas simples, c'était pas standardisé, et surtout ils s'en ont pas occupé après, c'est-à-dire que les GPU n'ont pas non plus été mis à jour. l'IGPU, on en parlait à l'instant, ils sont arrivés beaucoup plus tard, ce qui aurait été une solution peut-être plus simple à mettre en place que ces 2 cartes à mettre dans l'ordinateur. En plus, les cartes n'étaient pas fiables, il fallait les changer
régulièrement. Ouais, elle cramait. Ça a vraiment pas. Donc en fait, je pense qu'il y avait une très bonne idée. C'était comme le Cube, ça faisait envie dès le départ, mais après ils s'en ont pas occupé et cette machine est morte toute seule finalement. Damien ? Oui, c'est ça, tu l'as dit, Didier, ça me fait penser au Cube, mais version nouvelle génération. Les mecs se sont lâchés, ils ont dit ok, on montre ce qu'on est capable de faire. Après, je pense que le marché professionnel, c'est un marché aussi qui est particulier. Hein. C'est un marché qui est peut-être plus à la recherche d'autre chose que le marché grand public, qui a besoin de quelque chose qui est moins design, mais qui est plus robuste dans des process de production, alors qu'on va pouvoir jouer sur la finesse, etc., dans le grand public, super. Les professionnels, avant tout, ils veulent des bécanes qui tournent et qui tiennent. Et donc là, on était à nouveau dans un décalage entre le côté, on s'est super lâché sur un super design et on a tout réinventé, à la Apple, ok, super, mais au final, non seulement on ne le maintient pas, mais en plus c'est pour ajouter des iGPU dans des trucs à l'extérieur, etc. Enfin bon, vous êtes gentil, quoi, mais il y a un moment... Donc, mauvaise pioche, et effectivement, on le voit avec le nouveau Mac Pro, le nouveau Mac Pro, qui ressemble à une tour PC, quoi, enfin dans l'idée, hein, oui, on vous a écouté, c'est modulaire, etc. Donc on revient finalement aux fondamentaux que les professionnels attendent, mais quand même, ils sont obligés de over-engineer quelque chose pour dire, vous voyez, c'est différent, c'est pas pareil. Ouais, mais Damien, on a compris. Donc en fait, en résumé, le Cube, fiasco, le cylindre, fiasco. Tu penses qu'ils vont faire une pyramide après ou pas? Je sais pas. Je suis très inquiet. Mais blague à part, comment on peut expliquer, Laurent, ou peut-être Cédric, brièvement, parce qu'on est, le temps tourne, que Apple sorte un produit et ne le fasse pas évoluer d'un iota et ne fasse pas la promo, ne baisse pas son prix. Et quelques années plus tard, Apple a reconnu ses erreurs. C'est autour de la Mac Pro. Il y avait eu une conférence de presse qui avait été organisée avec un parterre de journalistes triés sur le volet. Et ils disent, bon, on a compris, on va faire un Mac Pro évolutif. Mais entre-temps, on va vous sortir une autre machine. Et c'est l'iMac Pro est arrivé. L'iMac Pro est arrivé. Et pareil, pendant 3-4 ans, elle n'a pas bougé d'un iota. Et là, Apple vient d'annoncer son retrait de la vente. Pas de baisse de prix, rien. On écoule les stocks. Et la machine a 4 ans. C'est juste impensable. C'est curieux, c'est vrai que tu es sur un marché. Alors, c'est des Macs, c'est pas pareil que le reste du monde. Non, mais c'est pas. Là, si par exemple, après, tu as des trucs qui sont plus utilitaires. Si tu vas sur le site de Dell aujourd'hui et que tu regardes la machine dont tu as envie, peut-être que quand tu y retourneras la semaine prochaine, finalement, la carte graphique aura changé, ils auront un nouveau processeur, puis ils auront changé de voix. C'est pas grave, c'est comme ça que le marché avance. Mais c'est vrai qu'Apple n'a jamais été tellement dans le temps réel sur ce genre de choses. C'est curieux parce que c'est quand même l'un des marchés sur lesquels, là, pour le coup, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, tu essaies d'écouter tes utilisateurs quand tu es sur un segment qui est vraiment les professionnels, quitte à faire, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, l'ancien Mac Pro, j'aime pas l'appeler la poubelle parce que c'est pas mérité quand même. C'est le nouveau G4, quoi. C'est le truc super, mais qui brille terrible que tu mets sur ton bureau. Elle va prendre la valeur sur le marché de l'occasion. Il y a des gars qui ont vidé l'intérieur de l'ordinateur et qui l'ont transformé en poubelle, en disant que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Allez, on enchaîne avec le dernier chapitre, un florilège de flops d'Apple. Souris, XR, il y a de plans. C'est vrai que voilà, on peut les enchaîner, hein, les flops de la pomme. Mais c'est vrai qu'il y a une constance chez Apple, c'est avec les souris. Moi, je trouve qu'ils aiment bien nous emmerder avec les souris. Alors, ce n'est pas des échecs commerciaux, parce que souvent les souris sont dans la boîte, donc on ne choisit pas. Mais il y a eu quelques errements au fil des années d'Apple. Alors, le paradoxe, c'est que c'est eux qui ont démocratisé la souris. Ils sont allés la voler à Xerox. C'est bien, ça a fait la fortune de Logitech. Au parc Palo Alto Research Center. Donc, alors, regarde la réaction de Jean-Marc Ouvray, notre ami Jean-Marc, sur Twitter. Il faudrait faire le sondage par décennie, effectivement. On sait quand on est plutôt dans notre sondage aux années récentes. Il y aura une autre émission la semaine prochaine. Comme on n'arrive pas à joindre Jean-Louis Gasset, on fera une émission à nouveau avec lui la semaine prochaine. Pour moi, le produit le plus nul a été la souris, avec une sorte de molette pas agréable, fil trop court, fiabilité et ergonomie égale 0. Voilà, et c'est vrai que les souris chez Apple, c'est une tradition de les flopper, comme on dit. Autre réaction de Pierre Schul sur Twitter. Sinon, il y a celle-là, elle est pas mal non plus. Alors celle-là, je crois que c'est c'est celle de l'iMac, qui était une boule, qui était géniale en termes de design, mais qui était en matière d'ergonomie une vraie catastrophe. L'enfer. Alors, messieurs, allez, pour la postérité, un petit mot sur les souris. Peut-être Didier, allez, vas-y, dis-nous quelque chose. C'est vrai qu'ils ont du mal. Moi la dernière d'Apple, moi, je ne suis pas fan non plus. Hein.
Moi, je dirais qu'ils en ont fait aucune de bien, en fait. C'est vraiment... Déjà, les premières que j'ai eues, moi, c'était le Performa. Il n'y avait qu'un bouton quand tout le monde en avait deux, donc tout le monde achetait des Logitech. Après, comme tu dis, il y a eu la boule. Il y avait le clic-long. Ils n'avaient pas la molette. Ils ont mis des années à nous mettre une molette. Oui, même la molette. Mais de toute façon, elle n'est pas arrivée avant la Mighty Mouse, tu te rappelles, la Mighty Mouse qui s'encrassait complètement. Exactement. Ouais. Et puis même la dernière qui nous a fait un peu rêver, moi j'avais essayé de l'acheter au début, c'était très dur de l'acheter, il n'y en avait pas beaucoup. Et finalement elle était trop plate, puis elle glissait pas bien. Puis enfin, c'est fou quand même cette boîte qui a presque démocratisé ça comme disais et qui a jamais réussi à faire une souris correcte. Mais presque en fait, la souris on dirait que c'est une espèce de symbole d'Apple. Ils veulent te faire un truc qui est pas vraiment utilisable, mais voilà, il faut que ce soit un peu beau, un peu miraculeux. Et à la limite, on s'en fout puisqu'on peut toujours en acheter d'autres, donc c'est pas très grave. Quand ils le font sur un ordinateur, c'est plus compliqué. Non, mais la meilleure souris d'Apple, c'est le Magic Trackpad. Hein. C'est pas faux. Moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. C'est pas faux. Attends, regarde, je t'explique. Tu vois, tu prends une souris, elle est sans fil, et pour la recharger, tu branches ici. et une fois que tu l'as branchée, tu peux continuer à l'utiliser. Un truc de fou. Et elle charge pendant que tu l'utilises. Prends des notes, vas-y. Ouais, alors que chez Apple, il faut la retourner comme une tortue, et pendant ce temps-là, tu peux pas l'utiliser. Et pendant ce temps-là, tu vas prendre 3 cafés. Ouais, c'est clair. Allez, on continue du côté de Benjamin Amsalag sur Twitter qui nous envoie ce petit message. Alors, il nous fait carrément un historique des flops d'Apple. Hein. Ça a floppé pas mal. OpenDoc. Oh là là, on va pas remonter à OpenDoc, mais bon, allez, on fera une émission un jour sur OpenDoc. Le gâchis de sa plateforme e-commerce issue de Next, donc WebObject. Plan, on va en parler. Sa régie pub, Ayad. Souviens-toi, Cédric, on faisait des refait le Mac déjà à l'époque qu'Apple allait tuer Google. eWord, l'ancêtre d'Internet. Le réseau social intégré à iTunes, on en a parlé. Ping. Son offre serveur et son organisation de vente vers des entreprises. Souvenez-vous des Xserve. Voilà, les serveurs d'Apple et l'absence d'écran tactile sur le Mac. Et macOS Server. Hein. Ouais. Oui, aussi. Et l'absence d'écran tactile sur les MacBooks. Il y a encore de l'espoir. Alors, on va pas revenir jusqu'à OpenDoc en 96. Hein. L'OpenDoc, c'était un système vraiment innovateur qui permettait de partager des documents, quelle que soit la plateforme. Voilà, sauf que ça marchait pas. Bon, bref. Xserve, Didier, il y a Apple s'est essayé à plusieurs reprises, et Jean-Louis nous en parlera peut-être la semaine prochaine, ce qui va revenir la semaine prochaine, c'est promis, on va résoudre le problème des serveurs. Il y a des rumeurs qui reviennent sur le retour d'Apple avec les serveurs, parce que les puces M1, M2, M3, M4 auraient une vraie valeur ajoutée au Xeon d'Apple, face au Xeon d'Intel. Mais bon, le Xserve, c'est un demi-flop parce que ça a duré quand même longtemps. Toute la partie software, il y a un moment, c'était quand même pas trop mal. Nous, on a été hébergés sur Xserve et franchement, je connais des gens qui ont monté des boîtes grâce à ça parce que c'était simple à mettre en place. Effectivement, il y a le côté, c'était over-engineer encore une fois parce que ça consommait trop de courant, c'était compliqué même à ouvrir et tout. Enfin, il y a plein de trucs un peu casse-pied dedans, mais c'était pas si mal. Et ouais, Steve Jobs a dit à la fin quand même, on n'en vendait plus parce que c'est pareil, c'est un truc qu'ils ont laissé un peu pourrir à un moment donné et il aurait fallu un peu réinventer le système. Et ils ont laissé pourrir même le software après, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus que l'ombre de macOS 10 Server. Donc voilà, pour moi, c'est un produit qui pourrait avoir du sens, mais à mon avis, ils avaient plus les personnes pour s'en occuper. Et même, moi, j'avais eu l'info 2 ans avant qu'ils arrêtent les Xserve, ils avaient déjà dissous le département qui s'en occupait, tu vois. Donc, je pense que c'était plus ça, quoi. Parce qu'au sein d'Apple Europe et d'Apple France, la personne qui gérait les Xserve, il gérait aussi l'iPod. Donc, bonjour le grand écart. Hein. C'est un métier de vendre des serveurs. On enchaîne sur le premier fiasco de l'ère Tim Cook, souvenez-vous. Ça voudra sa place à Scott Fostel, le baby Steve Jobs. C'était en 2012, c'était Plan. Ça a été vraiment un flop dans la mesure où c'était certes une bêta, mais surtout on se perdait avec Plan. Hein. C'était quand même il faut revenir en arrière sur la vidéo que tu es en train de montrer. Le premier plan, c'est l'icône de Plan où on voit que le chemin te fait sauter du pont, quoi. Ça, oui, enfin, on n'invente rien. Voilà. C'est possible. Oui, c'est possible. La régie. Regarde, il est en train de passer au-dessus de la 280 au milieu du pont. Eh ben non, tu tournes. Voilà. Non mais moi, ça me rappelle, j'avais testé une fois un GPS de Sony, c'était à Bordeaux et on était face à la Gironde et le truc disait allez tout droit. Voilà, bon, mais c'était une bêta version. Là, c'était quand même, c'est l'icône. Enfin, tout est dit, quoi. Et je pense que ça reflétait autant la personnalité de Forstad à qui personne n'osait dire non parce qu'il était persuadé que c'était lui de Next Steve Jobs et l'avenir lui a pas donné raison. Mais ce qui est fou, c'est le temps qu'il a fallu parce que moi, évidemment, comme tout le monde, j'ai Plan sur mon iPhone, je le branche dans ma voiture et tout à coup
tout, voilà, Apple Card. Et ben, j'ai mis un temps fou avant de me dire, ah oui, tiens, c'est vrai, je peux utiliser Plan. Alors que j'avais rajouté Google Maps et Waze et tout ça. Et en fait, Plan est très bien maintenant. Exactement. Et alors, je voudrais rajouter quelque chose. C'est une discussion que j'ai eue avec Jean-Louis Gasset par ailleurs. Ouais. Discussion sur Plan. Et donc, un jour, j'étais aux États-Unis et suite à cette discussion, je me suis dit, mais je vais tester Plan. Et en fait, c'était au tout début où dans CarPlay, tu n'avais que Plan. Oui, c'est-à-dire si tu n'avais pas le choix ni de rajouter Waze, ni de rajouter Google Maps. Et donc, je me retrouve sur la 280 ou sur la 101, je ne me rappelle plus. Et je commence à m'amuser et je me rends compte qu'en fait, aux États-Unis, c'est hyper performant et que c'est même plus sympa que Google dont on était habitué. Ouais, exactement. Donc en fait, ils ont commencé par le marché local. Bon, je pense qu'ils ont cravaché. Aujourd'hui, dans la discussion que j'avais eue avec Jean-Louis, justement, il me disait mais jette un œil, il y a plein de choses qui sont sympas. Et c'est vrai que les découvertes de villes, les villes en 3D reconstituées sont d'une immense qualité, quoi. C'est très au-dessus de Street View de Google, quoi. Ouais, et puis je me souviens moi d'avoir une discussion avec vraiment un insider d'Apple. Qui avait participé vraiment de près à l'éclosion d'iOS à cette période-là. Scott Forstall, c'était le père d'iOS. Il avait des qualités, de nombreuses qualités. Il m'avait raconté que les équipes étaient tellement tétanisées par les coups de colère de Scott Forstall, donc qui dirigeait Plan, et que Plan était bourré de bugs. Ils avaient fait une version rien que pour lui. Ça fait que quand il lançait son plan le matin en prenant sa bagnole pour aller à Cupertino, il ne se perdait pas. Parce que c'est une version optimisée pour lui. C'est une histoire de fou, quoi. Et c'est vrai ce que je vous dis. C'est pas du pipeau. C'est vraiment une personne importante d'Apple. Il travaille maintenant chez Samsung, qui a fait cette émission. Donc vous n'aurez pas trop de mal à retrouver qui c'était. Il est spécialiste de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est lui qui traite Forstall de connard, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Alors on enchaîne sur un autre flop aussi monumental. On a fait quelques... Oui. Non, pardon, juste pour finir, je ne sais pas si Plan est un... Moi, je ne pense pas que Plan soit un échec. Non, il remonte à bord. Parce que typiquement, on est dans le cas, ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, là, on est dans le cas de Apple qui se donne du temps. Ok, le démarrage est catastrophique, on est d'accord. Ils ont voulu donner une leçon au monde entier et Google leur a rappelé que ça faisait 10 ans qu'ils développaient Maps, et donc ils sont bien gentils, mais voilà, on va quand même remettre l'église au centre du village, comme on dit. Mais n'empêche qu'ils se donnent le temps parce qu'ils savent que la cartographie est un élément clé de la bataille qu'ils ont face à Google et de plein d'éléments, notamment par rapport à la voiture. Enfin, vraiment, c'est une des pierres angulaires clés comme le navigateur. Donc, ils vont se donner les moyens. Et aujourd'hui, c'est vrai que Plan est plutôt bien. Moi, je l'utilise de temps en temps, même si je trouve quand même que Maps encore des trucs en plus qui sont bien foutus sur le temps réel, etc. Mais on sent qu'ils arrivent à récupérer leur retard. Oui. Je ne l'ai pas testé aux États-Unis, mais là, je parle vraiment en France. Mais ils se donnent le temps. Donc pour moi, ce n'est pas un vrai échec. C'est plutôt une claque qu'ils se sont pris. Et ça les a un peu... Ouais, enfin, faut se souvenir du contexte de l'époque. Ça a été terrible. Ça a été terrible. Ils l'ont C'est l'une des rares fois où ils se sont excusés. Ouais. C'est pas un truc qui leur vient. C'est pour ça que Forstall a été viré parce qu'il a refusé de s'excuser. Ils sont pris une claque, mais ils ont quand même continué le chemin parce qu'ils se sont dit il faut qu'on y aille. Voilà. Allez, on conclut. Un autre service qui avait fait couler beaucoup d'encre. Souviens-toi, Cédric, on avait, je crois, même consacré une émission au début de Refait le Mac il y a quelques années déjà, 11 ans déjà. C'était Ayad, tu te souviens d'Ayad, la régie pub d'Apple qui allait toute... Ayad, donc la version mobile, qui allait tuer Google, ni plus ni moins, AdSense. Apple allait tout retourner. Apple allait révolutionner le monde de la publicité sur mobile avec non pas de la publicité ciblée. C'est amusant comme histoire. Voilà. C'est fou maintenant avec le recul. Non mais attends, on va être sérieux. En plus, ils avaient quand même voulu racheter DoubleClick, si mes souvenirs sont tout à fait. C'était une bonne grosse régie de bannière. Ouais. Et donc, ils avaient dit non, mais sur iPhone, on va pas faire de la pub juste avec des bannières pourries. Non. On va faire de la pub en plein écran, un truc vraiment... Vidéo. De la pub haut de gamme. Moi, je me souviens. Ils avaient montré ça à WWDC, j'y étais. Et, ça arrachait quand même. Tu disais, ça va être de la belle pub. En gros, c'est de la pub que tu auras envie de regarder. Tu vois ce que je veux dire. Et avec un modèle économique, ce qui va permettre aussi, pourquoi pas, de soutenir les éditeurs d'applications, etc. Le marché n'a pas accroché plus que ça. Voilà. C'est-à-dire que ça restait quand même du display dans l'ensemble. Ouais, et ça aurait été intéressant, comme tu disais, Didier ou Damien, de savoir comment Apple réagirait aujourd'hui par rapport si Ayad avait été un succès, quelle aurait été sa position par rapport à la collecte des données, Laurent peut-être, et après Damien. Je voulais juste rajouter un point. Ouais. Malgré tout, c'est quand même dans l'ADN d'Apple de vouloir faire des choses de qualité.
quand tu réfléchis à iAds, c'était je te fais une pub et je fais une pub sur mesure qui sort au bon moment et que tu as envie de regarder. Ils ont renouvelé ça dans les e-books, dans l'appli. Tu avais cette possibilité de remettre du contenu riche et à nouveau dans Apple News. Dans Apple News, tu as la possibilité d'avoir des contenus de qualité. Le problème, c'est que ça coûte trop cher, quoi. C'est des éditeurs qui, tu vois, ils veulent faire de la masse et ils veulent pas. Donc peut-être qu'un jour, une marque de luxe, tu vois, va se payer ce truc-là parce que ça sortira du lot. Mais c'est tout, quoi. Donc ça veut dire que des pubs, ils vont en faire 1 à 10 par an, quoi. Eux, ils espéraient en faire des centaines de milliers, quoi, et créer un département tel que les Apple Store, tu vois, c'est-à-dire pour faire ça. Et ça, c'est un échec pour moi. Un vrai échec, c'est clair. Allez, dernière question Twitter pour conclure cette émission, une question d'Anto, regardez. Où est le Newton LOL? Effectivement, c'est certainement l'un des plus connus et plus décriés flops d'Apple. Nous en parlerons la semaine prochaine en compagnie de Jean-Louis Gasset. On lui a envoyé un petit message, il sera en rendez-vous la semaine prochaine. Et nous allons revenir donc la semaine prochaine sur les plus grands flops de l'histoire d'Apple. On va parler de l'Apple 3, on va se faire plaisir, du Lisa, du Pippin, la fameuse console de jeux d'Apple. Et oui, Apple et les jeux. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, passons à notre concours. La question du concours pour gagner une clé 5 disques Xpand Flash Drive Go en répondant à cette question. Attention, roulement de tambour. Quelle est la capacité maximale de la nouvelle clé Xpand Flash Drive Go? Quelle est la capacité maximale de la nouvelle clé Xpand Flash Drive Go? Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à notre compte Twitter, j'insiste, et de nous envoyer un tweet avec l'hashtag ORLMAC. ORLMAC. Bonne chance. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Didier. Eh ben, en fait, c'est un coup de cœur logiciel. Et cette semaine, en fait, j'ai testé pour la première fois dans la vraie vie Android Automotive, donc le système d'exploitation pour voitures de Google, en gros. Ouais. Alors, on en a parlé pas mal, mais il y a très peu de voitures qui l'ont. Aujourd'hui, il n'y a que chez Volvo, en gros, que tu peux en avoir sur le XC40 électrique et sur la Polestar. Donc, moi, j'ai testé la Polestar, pas encore dispo en France, mais je vous prépare une petite vidéo. Et du coup, tout ça pour dire que, en fait, en testant ce système, j'ai quand même compris à quel point finalement l'avenir des systèmes automobiles passerait au moins en partie par Google, parce que là, je l'ai testé pendant une semaine, ça n'a pas planté, c'était réactif, tu avais du beau Google Maps là sur des écrans géants, tu sentais, il y a un App Store derrière, il y a Google Play, il y a des applis, il y a Spotify, enfin tout ça est en train de monter un petit peu en puissance au fur et à mesure que les constructeurs vont s'équiper, et c'est au-dessus en fait de quasiment tout sauf peut-être Tesla, alors que c'est un truc tout neuf, et tout simplement parce que ceux qui savent faire du logiciel, en fait il y en a pas beaucoup, et tu vois, en testant ça, je me disais que plus ça va, plus ça a vraiment du sens qu'Apple développe un truc comme ça, parce que tu as besoin d'un vrai assistant quand tu es au volant, que tu demandes la distance entre j'en sais rien, Nîmes et Paris, le truc te répond en un quart de seconde, que quand tu dis je veux aller à Marseille, il te met pas rue de Marseille comme dans la dernière Ford. Tu vois, t'hallucines dans des trucs comme ça. Et en fait, on a vraiment besoin de transposer ce qu'on connaît sur l'iPhone, sur Android, sur ta bagnole, et ça va vraiment exploser. Tu vois, j'ai vraiment besoin de tester ça pour me rendre compte à quel point il y a un vrai avenir sur les systèmes automobiles. Bien, merci Didier. Allez, et puis on a hâte tu fais beaucoup de voitures en ce moment. Il revient un peu dans l'univers de la tech. Il n'y a pas grand-chose qui sort en même temps. Allez, reviens un petit peu de tester des Macs, des machins, des trucs. Allez, fais-nous plaisir. Après Didier, peut-être Cédric pour son coup de cœur. J'en ai deux, mais je vais les faire très vite. Le premier, c'est que j'ai changé de clavier. Le truc que je fais pas tous les 4 matins parce que tu vois, c'est cher je parle pas d'argent, mais de changer de clavier, c'est vraiment changer d'habitude. Mais ça y est, c'est le retour de la revanche du clavier ergonomique. Chez Logitech. C'est Microsoft qui disait ça. Et avec une vraie belle ergonomie là pour le coup. Moi j'ai été très fan pendant longtemps, souviens-toi des comment il s'appelait, Natural Keyboard de Microsoft. Mais qui avait un défaut, c'est qu'ils étaient toujours relevés. Du coup tu as quand même la main qui était un peu comme ça. Là ils ont fait un truc où en fait tu vois les petites cales que tu as pour relever ton clavier, tu les as sur l'avant du clavier, c'est-à-dire là où tu poses tes mains, et du coup le clavier est un peu en dévers, donc tes mains restent bien droites. Alors évidemment c'est un coup à prendre, mais du coup vraiment tu n'as plus jamais besoin de bouger tes poignets. Alors là
voilà, en plus, c'est mousse à mémoire de forme, magnifique. C'est pas très cher, c'est aux alentours de quoi, 130 €. Ça les vaut, très clairement. Alors évidemment, avec 3 connexions Bluetooth, avec tout ce qu'il faut. Non, vachement bien foutu. Le J, comment s'appelle-t-il? K860 Ergo. Ce serait dommage de s'en priver. Et alors, autre chose, moi j'en vois passer beaucoup, hein, des petits écouteurs, tu vois, des trous wireless. Il y en a un qui vient d'arriver. Alors tu vas me dire, mais on dirait un clone d'AirPods Pro, et tu auras parfaitement raison. Sinon que ce clone-là, il vient de chez Huawei. Et s'appelle les 4i. Tu vas pas être surpris, rien, ni par le design, ni par toi. C'est magnifique. Mais bon, tu te dis, bon, ok, ils ont fait un truc qui ressemble. Tu sais, il y en a plein, tu vas sur AliExpress, il y en a des milliers pour 15-20 balles. Alors là, c'est pas 15-20 balles. C'est 99 €, mais il y a de l'annulation de bruit ambiant. Moi, ça fait quelques jours que je l'utilise tous les matins sur mon vélo pour écouter des podcasts. La qualité du son est magnifique sur les voix. Je suis assez impressionné pour les gens qui ont perdu leur AirPod Pro et qui n'ont pas envie de relâcher 239 €. Voilà. Et honnêtement, à l'usage, la différence est assez ténue. Alors, il n'y a pas les trucs d'audio, machin d'ambiance, les fonctions spéciales sous iOS. Ouais, il fait le job. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Ça fait carrément le job. Merci Cédric. Du côté de Damien, ton coup de cœur? Alors, c'est une tablette qu'a lancé la boîte, une société qui s'appelle Bookin, qui est une boîte française qui fait des livres électroniques, tout ça. Et ils ont sorti une tablette. Vous avez dû entendre parler de la Remarkable et la 2 sortie. Et je trouve intéressant parce qu'en fait, c'est une troisième voie, on va dire, entre la tablette type iPad ou iPad mini et de l'autre côté, le Kindle, par exemple, le livre électronique. Eux, ils se disent, voilà, ce serait quoi la tablette idéale qui permet finalement de reproduire la sensation du papier. Et ces tablettes-là, elles sont vraiment dédiées à ça. Et donc, ils ont sorti la Notea. Donc, la Notea, c'est une tablette alors, j'ai pris la note de 10,3 pouces, qui donc en encre électronique, en e-ink, vraiment dédiée à la prise de notes. Et ils promettent d'avoir, on va dire, cette sensation véritable de prise de notes papier, avec notamment un stylet qui a été développé avec Wacom. Donc d'après ce qu'ils disent et ce que j'ai vu, et j'attends là pour la tester, est vraiment très réactif, et on retrouve cette logique de cette proximité que l'on a avec le papier et le stylo. Donc c'est une belle promesse que j'attends de voir, mais c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus une sorte de troisième marché qui se crée autour de ces tablettes spécifiques sur un usage vraiment précis autour de la prise de notes. Merci Damien. De côté, Laurent, ton coup de cœur? Alors moi, c'est une multiprise. C'est un produit HomeKit. C'est une multiprise d'une marque improbable qui s'appelle Meros. J'ai déjà testé plusieurs fois des prises parce qu'elles sont vraiment moins chères que les prises HomeKit. Celle de Eve, elle coûte très cher. Ouais, celle de Eve, elles sont... Et donc là, j'avais déjà testé la monoprise, et là, j'ai vu qu'ils l'ont sorti en multiprise. Donc 4 prises plus 4 USB. Et en fait, tu as 5 contacteurs. Donc en fait, tu peux commander ta prise en disant allume la prise 1, la prise 2, la prise 3, la prise 4. Si tu les nommes, tu peux dire allume l'ordinateur. Et en fait, tu déclenches. C'est comme si tu avais 5 prises. Oui, donc il y a comme la Eve d'ailleurs, ça fait pareil. Oui, mais du coup, tu vois. Et ça coûte 49. Parce que la Eve, elle vaut le double. C'est ça, 49 €. Et je trouve ça. Je suis agréablement surpris. J'en ai parlé un peu tout à l'heure du HomePod mini qui a le Fred dedans. Donc je ne sais pas si elle l'est parce que je l'ai reçu juste hier. Je la teste depuis 3 jours, vendredi. Ouais. Et donc voilà. Et résultat des courses, je trouve ça vachement bien. Il faudra que tu viennes configurer tous nos objets HomeKit dans ce studio, parce que toutes les lumières que vous voyez pas là sont pilotées par des contacteurs comme ça HomeKit. Et ça marche pas. Donc voilà. Mais je pense qu'il on sait pourquoi. Il y a une histoire de compte, une histoire de piratage de cerveau. Il arrive pas avec HomeKit. Mais bon, bref. De mon côté, on reste dans le son. Hommage à HomePod Mini, parti trop tôt, qui nous a quittés. Parce que c'est la semaine où le HomePod s'en va. Sonos annonce sa nouvelle enceinte. C'est la Sonos Roam. C'est la dernière enceinte nomade de Sonos. La Roam, elle est plus compacte et bien moins chère que la Move, qui était la première enceinte transportable, je dirais, de Sonos, 179 €, et seulement 500 grammes, c'est quand même lourd. Pratique à la maison, elle se maille à votre Wi-Fi, il s'ajoute aux enceintes Sonos de votre domicile automatiquement, et quand vous partez en balade, eh bien, elle bascule en Bluetooth tout simplement. Ça fait longtemps qu'on attendait ce type d'enceinte, pas trop cher, dans l'univers nomade, dans l'univers de Sonos, et elle sera disponible le 20 avril prochain. On a hâte de l'essayer. Nous sommes arrivés au terme de ce 398e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité, vous tous, les amis derrière vos écrans. Laurent, Cédric, Damien, Didier.
On se retrouve très vite pour un prochain épisode. La semaine prochaine avec Jean-Louis, on va essayer de revenir sur les plus grands flops d'Apple depuis sa création. Et vous allez voir qu'il nous a réservé plein d'anecdotes pas piquées des verres parce qu'il prépare un bouquin et il va nous réserver quelques anecdotes la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On est désolé de ce petit souci technique. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.